Bienvenue dans cette vidéo concernant la réalisation de la domotique connectée GOTI. Cette partie se divise en deux concepts ou entités. Le hardware, qui est constitué par les interfaces qui correspondent aux différents serveurs qui seront reliés à ces différents dispositifs, tels que ballon d'eau chaude électrique, éclairage, caméra de surveillance, radiateur électrique muni de fil pilote, volet roulant électrique, arrosage du jardin, chaudière et portail électrique, ainsi qu'à la GOTIBox, qui quant à elle permettra le paramétrage de ces différents serveurs en ce qui concerne les plages horaires. Le software, qui quant à lui se divisera en trois parties. Une partie pour le PC, avec un programme en HTML, une partie pour le smartphone ou tablette Android. C'est une application APK nommée GOTISoft à télécharger gratuitement sur Play Store. Et pour l'ESP01 et l'ESP12E, programme à downloader ou téléverser dans les serveurs, qui est un langage très proche du C ou du C++ et un programme à downloader dans la GOTIBox. Nous allons maintenant aborder l'étude de l'interface de gestion des radiateurs électriques munis de fil pilote et notamment la partie hardware. Certains prérequis sont nécessaires pour mener à bien cette étude. L'objectif consiste à comprendre le fonctionnement de l'interface et d'être capable de fabriquer, installer et réparer soi-même cette interface. Nous allons commencer par l'étude du schéma électrique de ce circuit. Une partie de ce circuit imprimé du module étant relié au réseau EDF 220 volts, il faudra prendre donc les précautions nécessaires pour le manipuler quand on en sera à la phase du circuit imprimé. En J5, on a l'alimentation de 5 volts délivrée par une alimentation à découpage de type flyback. Ce plus 5 volts sera stabilisé par le condensateur C3 et régulé par le circuit intégré U5 qui n'est autre qu'un régulateur 3,3 volts. Le microcontrôleur ESP01 aura quant à lui le rôle de chef d'orchestre au niveau de ce circuit. Pour cela, ces trois ports GPIO0, GPIO2 et GPIO3 seront configurés en sortie et le port GPIO1 en entrée pour recevoir l'information de délestage facultative sur contact sec. Le port GPIO0 est chargé d'envoyer une commande de mode économique. Le port GPIO2 est chargé d'envoyer une commande de mode hors-gel. Le port GPIO3 est chargé d'envoyer une commande de mode arrêt. L'information issue du port GPIO0 est transmise à la base du transistor Q1 via la résistance R4, ce qui a pour effet de faire conduire la diode D1 qui s'allume, c'est une diode jaune. L'information de mode économique recueillie à l'anode de D1 va donc transiter par l'optocoupleur U1 et la résistance R5 pour arriver à la gâchette du triac U2. L'optocoupleur, quant à lui, va se charger d'une isolation galvanique entre la partie gauche de ce circuit et la partie droite. À la réception de l'information de mode économique reçue sur sa gâchette, le triac U2 va devenir passant entre son anode 1 et son anode 2, ce qui va avoir pour effet de relier la phase du secteur au fil pilote.
rapport au neutre, on obtiendra la forme d'onde suivante. En mode économique, on va avoir donc un signal sinusoïdal de 220 volts efficace. L'information du mode hors-gel issue du port GPIO2 du microcontrôleur ESP01 va donc arriver à la base de Q3 via la résistance R3, ce qui va avoir pour effet de faire conduire la diode LED D3 qui va donc s'allumer en bleu. Cette information que l'on retrouve à la note de D3 va transiter sur la grille du triac U4 via l'optocoupleur U3 et la résistance R6, ce qui va avoir pour effet de rendre passant l'anode 1 et l'anode 2 du triac U4. Ce qui va avoir pour effet de rendre passante la diode D5 et d'obtenir de ce fait une information négative par rapport au neutre sur le fil pilote. Au niveau de la forme d'onde, on obtient ce type de signal. En fonction hors-gel, on va donc avoir moins 110 volts efficace sur le fil pilote par rapport au neutre du secteur. L'information issue de GPIO3 correspondant au mode arrêt va se retrouver sur la base de Q2 via la résistance R8. Le transistor Q2, à la réception de cette information, va se saturer, faisant conduire la diode verte D4. Cette information va transiter dans l'optocoupleur et la résistance R9 pour arriver à la gâchette du triac U7. De ce fait, la diode D2 va devenir passante, engendrant une tension ou un potentiel positif du fil pilote par rapport au neutre de 110 volts efficace. Voilà la forme d'onde du mode arrêt. Au potentiel de 110 volts efficace du fil pilote par rapport au neutre. Si aucune information n'est envoyée par les ports GPIO0, GPIO2 et GPIO3, dans ce cas, les trois transistors Q1, Q3 et Q2 sont bloqués. Et les trois diodes D8, D6 et D7 ne sont plus passantes, ce qui va avoir pour effet de faire augmenter le potentiel à l'anode de D6 ou à l'anode de D9. Ce potentiel augmentant, on a la diode D9 ainsi que la diode Zener D10 de 2,4 volts qui vont se mettre à conduire. D9 va donc s'allumer. Cette diode rouge, LED rouge, correspond à la position confort. Et toutes les autres diodes, D1, D3 et D4, seront bloquées et donc éteintes. Cette position confort va induire un potentiel de 0 volts entre J1 et le fil pilote. Donc sur le fil pilote, on obtiendra 0 volts étant donné que les trois triacs ne sont plus passants. Et ce 0 volt correspond au mode confort concernant le radiateur. Avant de commencer l'étude du circuit imprimé, de la gestion de
des radiateurs électriques, je vous propose un aparté concernant le fonctionnement d'une alimentation flyback. Le secteur 230 volts est redressé par le pont de diodes constitué par ces 4 diodes et stabilisé par le condensateur C1. Aux bornes du condensateur C1, on va obtenir 230 volts multiplié par la racine de 2, c'est-à-dire une tension très élevée. Cette tension va alimenter un oscillateur astable dont la fréquence sera envoyée au primaire de ce transformateur. Cet oscillateur astable va fonctionner à une fréquence de l'ordre supérieur à 20 kHz. Le transformateur étant un abaisseur de tension, nous allons recueillir à son secondaire une tension 5 volts qui sera redressée en monoalternance et filtrée par le condensateur C5. Les avantages d'une alimentation à découpage de type flyback sont liés à sa fréquence de fonctionnement. De ce fait, ce type d'alimentation a un coût réduit, un meilleur rendement, un volume réduit et aussi un poids réduit par rapport à une alimentation classique ou traditionnelle. Nous avons maintenant à l'écran, à gauche, une alimentation stabilisée régulée de type classique et une alimentation stabilisée de type flyback. À droite. Le transformateur, qui fonctionne à 50 Hz, est chargé d'abaisser le secteur alternatif de 220 volts en tension de 6 à 9 volts alternative à son secondaire. La tension du secondaire est ensuite redressée par un pont de diode en double alternance et filtrée par le condensateur de 2200 microfarad. Cette tension redressée et filtrée est ensuite envoyée au LM7805 afin d'être régulée à 5 volts continu en sortie V-out. À la fréquence de 50 Hz, il faudra beaucoup plus de spire au transformateur pour générer un certain champ magnétique. De ce fait, le transformateur à 50 Hz sera beaucoup plus lourd et beaucoup plus encombrant qu'un transformateur qui fonctionne à une fréquence de 20 ou voire plus, de 20 kHz ou voire plus. Le régulateur LM7805 peut être considéré comme une résistance variable entre son point 1 et son point 3, soit entre V-in et V-out. De ce fait, il y aura une chute de tension ou DDP aux bornes de 1 et 3, aux bornes entre le point in et point out. Cette DDP va donc engendrer une perte de puissance relativement importante. Pour cela, le rendement d'une alimentation classique est moins bon que celui d'une alimentation à découpage de type flyback. L'alimentation de type flyback n'a pas que des avantages. Comme inconvénient, elle comporte aussi le fait de générer un bruit qui est lié à sa fréquence de 20 kHz voire plus, et aussi de par la complexité de son circuit. En effet, on voit sur l'écran qu'un circuit d'alimentation de type flyback est beaucoup plus compliqué qu'un circuit d'alimentation de type classique. Passons maintenant à l'étude du circuit imprimé de l'interface de gestion du chauffage électrique. En haut de l'écran, nous avons le typon du circuit, avec sa dimension, 108 multiplié par 74 mm. Ce circuit est représenté en vue de dessus côté composant. Vous trouverez le lien de cette documentation dans le descriptif de la vidéo. Ici, nous avons le schéma d'implantation de ce circuit imprimé, avec le symbole des différents composants.
Ici, nous avons une vue un peu plus détaillée du schéma d'implantation de ce circuit imprimé avec des traits rouges verticaux et horizontaux qui représentent des shunts ou des straps qu'il faudra souder au préalable sur le circuit. Ici, nous avons toujours le schéma d'implantation du circuit imprimé avec les différents composants qui sont montés dessus. Attention au sens de montage des différents composants tels que les triacs, les diodes, les transistors, le régulateur de tension, les condensateurs chimiques et les optocoupleurs. Dans cette partie-là, en bas à droite, cette diode représente la diode Zener. Ici, au niveau de l'implantation, nous avons le connecteur qui va se relier directement au radiateur électrique. Ce connecteur sera relié au radiateur par l'intermédiaire d'un nœud, d'une phase et d'un fil pilote. Ici, nous avons l'alimentation secteur avec la phase et le neutre, bien respecter la position phase neutre au niveau des radiateurs et de l'alimentation secteur. Ici, nous avons l'alimentation de 5 volts avec le plus en bas et le moins en haut. Et à ce niveau-là, la possibilité de relier un circuit de délestage. Ici, nous avons un prototype du circuit de gestion des radiateurs électriques qui est intégré dans un boîtier avec ses différents voyants. Nous pouvons intégrer dans le même boîtier l'alimentation flyback de ce circuit. Nous allons aborder maintenant la partie installation de cette interface. En 1, nous avons le câblage du circuit pour un radiateur. Ici, nous avons l'implantation du circuit avec les différents connecteurs. Sur ce connecteur, on va brancher le radiateur avec fil pilote en veillant à bien respecter la position de la phase en rouge, du neutre en bleu et du fil pilote en noir. Ici, nous avons l'alimentation du circuit en 220 volts. Bien respecter aussi la position de la phase et du neutre au niveau du connecteur. Ici, nous avons l'alimentation flyback. Ce type d'alimentation, vous pouvez facilement en trouver sur Amazon ou eBay. Ce sont des alimentations qui permettent de charger les smartphones ou les tablettes et qui coûtent dans les 6 à 7 € par alimentation. On peut aussi retirer le module qui se trouve dans l'alimentation afin de l'intégrer directement dans le boîtier qui recevra le circuit imprimé de la gestion de l'interface, la gestion des radiateurs électriques. Cette alimentation est donc reliée avec le plus ici, à ce niveau-là, et le moins à ce niveau-là. Ici, nous avons un interrupteur ouvert qui représente un contact sec. Cela correspond au délestage qui va permettre donc, si l'interrupteur est fermé, de donner une consigne d'arrêt des radiateurs à l'interface de gestion. Cette partie est facultative.
Un peu plus bas, à gauche, nous avons les diodes qui indiquent les différents modes de fonctionnement de l'interface des radiateurs électriques. Le mode jaune représente le mode écho, le mode bleu, la diode bleue représente le mode hors-gel, la diode verte le mode arrêt et la diode rouge le mode confort. Nous avons dans cette partie le câblage du circuit pour plusieurs radiateurs. Dans ce cas, en amont du tableau électrique, on insérera un disjoncteur par zone de chauffage. On a toujours le même genre d'alimentation pour alimenter le circuit de gestion des radiateurs électriques. En aval du disjoncteur, on a une phase et un neutre avec la phase qui sera reliée à tous les radiateurs de la zone, le neutre qui sera aussi relié à tous les radiateurs de la zone, et phase et neutre seront reliés aussi à ce connecteur au niveau de l'interface de gestion. L'alimentation qui se trouve ici du circuit en 5 volts sera aussi alimentée par cette même phase et ce même neutre. Le fil pilote, quant à lui, qui est relié sur ce connecteur, ira à chaque radiateur. Ce sera le même fil pilote pour chaque radiateur. Les deux fils pilotes des radiateurs seront reliés entre eux pour aller à ce connecteur. Ici, nous avons un extrait de la norme NFC 1500 sur la section des conducteurs. On remarque que pour un convecteur de 2250 watts, il nous faudra un disjoncteur de 10 ampères avec une section de câble de 1,5 mm². Il s'agit de conducteurs rigides et non souples multibrins. Nous allons maintenant passer à la liste des composants concernant l'interface de gestion des radiateurs électriques. Cette liste est constituée par des résistances R1, R2, R7 de 220 ohms 1/4 de watt, R5, R6, R9 de 100 ohms 1/4 de watt, R4, R3, R8 de 100 kΩ 1/4 de watt, R10 10 kΩ 1/4 de watt, R11 470 kΩ 1/4 de watt. Les diodes D2, D5 qui sont des 1N4007, D6, D7, D8, 1N41, 48, D1, D3, D4, D9, des diodes LED. Les condensateurs C3, 470 micros 16 volts, C4, 100 micros 10 volts. Ce sont des condensateurs chimiques, ils sont polarisés. Les transistors Q1, Q2, Q3, qui sont des BC 547 ou des 2N 2222, ce sont des transistors NPN. Les triacs U2, U4, U7, qui sont des BTA 12700, CWRG, snubberless. Les triacs snubberless permettent d'alimenter des charges inductives. Circuits intégrés U1, U3, U6, qui sont des optocoupleurs MOC 3041. Le microcontrôleur ESP01. L'alimentation flyback. Et le régulateur 3,3 volts. Vous trouverez la liste des composants dans le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo.
Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur j'aime et de laisser vos commentaires. Dans une deuxième vidéo qui correspondra à la deuxième partie de cette vidéo, nous étudierons la partie software de l'interface de gestion des radiateurs électriques concernant son utilisation ainsi que ses différents logiciels. Si vous avez des questions concernant cette interface de gestion des radiateurs électriques, posez-les dans les commentaires.